monde n'est pas encore présent sur notre table ronde. Ah voilà, on ne s'est pas encore vu. Monsieur Gilles Rassigad, donc voilà, et il manque encore une personne qui arrive. Donc c'est Vincent Davy d'ITK, voilà, qui était en interview vidéo. Tout ça s'enchaîne très vite, hein, ça s'enchaîne très très vite. Alors, merci à tous les quatre d'être présents donc, pour cette table ronde donc, sur les conteneurs, hein, les conteneurs logiciels Docker, Kubernetes, comme l'a dit Alain. Alors, petit tour de présentation pour commencer. Alors, à ma droite, Thierry Bourdon, vous êtes responsable des solutions middleware pour le groupe Société Générale. Donc, autour de cette table, vous allez nous apporter la vision grand groupe. À côté de vous, juste à côté de vous, Vincent Davy. Bonjour. Vous êtes ingénieur DevOps, Cloud et Système chez ITK. Alors, ITK, c'est un éditeur montpelliérain d'applications d'aide à la décision pour l'agriculture. C'est ça ? Oui, effectivement, on fait du logiciel d'aide à la décision pour le domaine agricole. Donc notamment, par exemple, du logiciel qui va permettre d'aider les agriculteurs à irriguer la vigne. On a pu voir, chez moi, il y a eu beaucoup de sécheresse et de températures très élevées ces temps-ci. Donc cela permet d'aider les agriculteurs à savoir comment irriguer la vigne. Ou alors du logiciel qui va permettre d'aider les agriculteurs à mieux gérer la gestion des produits phytosanitaires ou la gestion des maladies. D'accord, donc des sujets qui sont complètement d'actualité. Et je précise que vous êtes un client utilisateur d'OVH. Oui, effectivement, j'ai beaucoup discuté avec donc on Maxime va en parler. aujourd'hui. On va en parler. Alors justement, à côté de vous, Maxime Urtrel, pardon. Excuse-moi Maxime. Vous êtes chef de produit pour le provider de cloud français, donc OVH. On vient de le dire, donc qu'on ne présente plus, hein, OVH, hein, voilà. Tout au bout, Gilles Rassigad, vous êtes Chief Technical Officer pour Captain. Alors Captain, c'est anciennement chauffeur privé. Donc Captain, c'est l'un des leaders français des voitures de transport avec chauffeur. Donc VTC pour les intimes. Bonjour. Alors Thierry Bourdon, on va commencer avec vous. Première question. Alors, question très générale. Vous avez été très en avance sur les conteneurs au niveau des sociétés du CAC 40, mais est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre stratégie autour de cette technologie ? Oui, alors bonjour à tous déjà. Alors, en 2017, la production a défini son plan stratégique qui s'appelait GTS 2020. Avec un objectif d'avoir 80% de son infra dans le cloud en 2020, dont 20% dans le cloud externe. Pour information, hein, nous en sommes fin 2018, environ 65% dans le cloud et utilisé via une centaine d'API. Alors, à travers cette démarche vers le cloud, en fait, la volonté des conteneurs, c'est de participer à deux titres. Le premier titre, c'est d'avoir des applications cloud natives. Et le deuxième titre, c'est de chercher à aller vers le cloud hybride, hein, puisque nous sommes beaucoup aujourd'hui sur le cloud interne, mais nous avons cette volonté d'être à 20% sur le cloud externe demain, et c'est un des enjeux pour ça. Voilà. Et pour faire ça, en fait, on le fait aujourd'hui à travers deux offres qu'on a mis à disposition de nos DSI. Une offre purement PaaS qui effectivement s'appuie sur une technologie telle que Docker, qui fournit donc des containers et après les DSI chargent à elles d'améliorer l'offre. Et on a aussi une offre APaaS qui est en charge, elle, qui apporte des compléments en fournissant une marketplace avec des outils open source packagés, qui fournit aussi toute une usine de build et qui donc leur permet, si elles le désirent, d'avoir une offre plus légère à porter et plus facile à migrer. Voilà. Donc ce sont à travers ces deux offres qu'on les traite. On les traite toutes les deux en mode agile, c'est-à-dire qu'on rencontre régulièrement nos DSI qui participent, hein, puisque dans notre stratégie, c'est aussi la volonté de le faire comme ça. Et au fur et à mesure, on réoriente les services fonctionnels en fonction de la valeur attendue. Alors, on peut dire aussi quand même préciser que Docker vous permet également d'avoir en tâche de fond une stratégie multi-cloud publique.
Oui, tout à fait. En fait, que ce soit la solution Docker ou la seconde sur la passe, pour les deux, nous avons effectivement cette volonté d'arriver à ces 20%. Et nous sommes dans des expérimentations aujourd'hui pour être sur les clouds Azure ou AWS. Et nous sommes aussi dans la démarche de cloud, de cloud hybride vers laquelle nous devrons atterrir mi-2020 très probablement. D'accord, merci beaucoup. Gilles Rassigad, vous, chez Captain, sur quel périmètre utilisez-vous les conteneurs? En développement, en production? Sur les deux? Sur les deux. Sur les deux. On utilise les conteneurs, toute la partie Docker, en fait vraiment du développement, toute la chaîne de build, de validation, validation sur la partie applicative, sur la partie plateforme, sur les tests de charge et jusqu'à la mise en production. Je pense que c'est vraiment très très important d'avoir justement l'intégration complète de cette chaîne pour garantir que ce qui arrive en production, en fait, typiquement quel que soit le provider, quelle que soit la plateforme, soit à l'exact de ce qui a été testé, de ce qui a été validé par, on va dire, les équipes de développement. Voilà. C'est l'intérêt en fait des conteneurs que de proposer un environnement à ISO technologie en fait entre le développement, le test et la production. Absolument. C'est la promesse qui est bien tenue. C'est ça. Avec la portabilité et la légèreté aussi en plus. Exactement. Comparé à la VM. Légèreté, je n'irai pas forcément jusque-là, mais en tout cas, on a vraiment une fluidité comment dire, le point de jonction entre les équipes de développement et les équipes de production. C'est-à-dire que quand on parle de philosophie de DevOps, c'est vraiment important d'avoir en fait la chaîne complète de ce qui a été produit et fabriqué par les équipes de développement jusqu'à la partie de production. Et je pense que toute la partie, toutes les approches conteneurs, Docker, conteneur D font vraiment cette liaison sur la partie run en production. Alors maintenant, je vous propose de passer justement aux applications concrètes que vous avez pu déployer en production sur vos infrastructures Docker respectives. Thierry Bourdon, qu'en est-il à la Société Générale? Qu'est-ce que vous avez porté comme application en production sur Docker? Si on regarde l'histoire de la Société Générale, nous avons commencé fin 2016. 18 mois plus tard, à mi-2018, nous avions en moyenne 4000 conteneurs permanents actifs. Un an plus tard, en mi-2019, nous en sommes à 9000 et nous serons à plus de 15 000 à la fin de l'année. C'est impressionnant. En fait, toutes les DSI sont concernées. La DSI de marché, la DSI des services centraux, l'assurance, la banque de réseau. Donc quand vous faites du SOG retraite aujourd'hui, par exemple, vous utilisez des technologies de conteneurs. Quand vous faites des travaux avec la banque de marché, quand vous utilisez le site web de la Société Générale, ce qui apparaît devant vous, ce sont soit des conteneurs qui sont hébergés chez nous, soit des conteneurs qui sont hébergés dans le cloud public. Donc c'est totalement intégré aujourd'hui. On a une croissance qui est très très importante à ce niveau-là. D'accord. C'est tout à fait impressionnant. Et finalement, avec cette masse de projets déjà réalisés chez vous, finalement, vous avez déjà un certain recul par rapport à cette technologie. Quid du ROI versus une infrastructure classique virtualisée? Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres détaillés parce que j'en suis pas autorisé. Peut-être on peut retenir deux éléments pour le produire. Aujourd'hui, quand on a une décision ou une volonté de mettre en place une application dans cet environnement, c'est 7 jours. 7 jours entre le moment où la DSI décide de le faire et le moment où toutes les infrastructures avec la chaîne de CI/CD est implémentée. D'accord ? C'est à comparer aux 11 mois pour lesquels c'est nécessaire dans les environnements traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi un établissement bancaire, on doit être auditable, par la BCE, etc. Quand vous dites infrastructure traditionnelle, c'est quoi? C'est du VMware? Non, c'est du VMware, c'est effectivement tout ce qu'on faisait avant dans les environnements virtuels. D'accord. Et donc le ROI, donc là, ça donne vraiment une bonne idée de... Ouais. Et par exemple, sur toutes les applications migrées, on a des stats fiables aujourd'hui. Elles nous disent une application migrée, c'est en moyenne une centaine de mises à jour par mois. Là où auparavant, le ROI, c'était 5 jours pour l'homologation, 3 jours pour la production. D'accord ? Enfin, l'engagement de SLA. Donc en fait, on change complètement de paradigme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les retours, le ROI, se chiffrent déjà chez nous en dizaines de millions d'euros
hein. Il faut juste comprendre que ce ROI n'est pas vraiment au niveau de la production, il est plus au niveau des DSI. Hein. Donc ça nécessite aussi qu'il y ait une très bonne relation entre les deux. Parce que sinon, effectivement, il y a un peu une partie de l'informatique qui porte les coûts et une partie qui a les gains. Donc si les deux n'ont pas une saine collaboration sur les sujets, ça devient compliqué. Donc ça implique de revoir la structure de gouvernance, on va dire, et les... Effectivement, et en cela, le mode agile aide beaucoup, puisque, effectivement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on met en face la valeur. Alors, on l'estime à travers les process. Nous, on fait du Scrum ou de l'Agile à Scale, donc on le valide à travers tous ces process-là, et ça nous permet, effectivement, de mettre les priorités là où il le faut. C'est vraiment passionnant. Et chez Captain, qu'en est-il? Quelles sont les applications que vous mettez en production sur du conteneur? Alors, nous, toute la partie vraiment applicatif, donc on a 130 microservices qui sont déployés, c'est à peu près 3000, alors on va parler de Kubernetes, c'est 3000 pods Kubernetes, donc c'est une unité de déploiement, c'est avec la scalabilité. C'est toute la partie applicatif. Donc quand vous allez faire une commande, quand vous allez utiliser les applications, toutes les interactions vont être directement utilisées sur des conteneurs qui sont déployés sur des clusters Kubernetes. Ouais, alors Kubernetes, on va en reparler après, voilà, mais déjà voilà sur du l'orchestration, ouais. Et donc tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qui n'est pas embarqué avec des conteneurs, ça va plutôt être nos bases de données, nos messages brokers, tout ce qui n'est pas d'une certaine manière volatile. C'est-à-dire que quand on met l'objectif des applications, c'est qu'elles soient mises à jour plusieurs dizaines de fois par jour. Ça, c'est tout l'intérêt et la promesse de Docker, des conteneurs. Clairement, quand on fait des opérations sur des bases de données, on n'a pas vraiment besoin en fait d'avoir cette volatilité. On a d'autres problématiques. Et donc clairement, ça sort totalement, en tout cas chez nous, de notre périmètre sur la partie conteneur. D'accord. Alors Maxime Hurtrel, justement là, on vient de lâcher le mot Kubernetes. Quand on parle des conteneurs logiciels aujourd'hui, finalement, on parle de Kubernetes et Docker passe un peu au deuxième plan. On a rappelé que Kubernetes c'était un orchestrateur de conteneurs. Est-ce que Kubernetes c'est simplement un buzz ou est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une technologie qui va vraiment s'enraciner? Alors non, aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont notamment produites par la CNCF qui montrent que les conteneurs sont massivement adoptés. Et une fois qu'on est avec 10, 100, 3000 conteneurs comme là, on a besoin d'un outil en fait pour les distribuer intelligemment sur notre infrastructure, utiliser l'infrastructure de la manière la plus intelligente possible, versionner et garder une trace et organiser comment ces conteneurs doivent être déployés si je suis, on l'a dit tout à l'heure, dans une stratégie multi-cloud ou hybride. C'est toute cette valeur-là que va apporter finalement un orchestrateur. Alors il y a encore 3 ans, il y avait grosso modo 3-4 orchestrateurs qui venaient avec une promesse un peu comparable. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment débat. Du coup, pourquoi Kubernetes s'est imposé? Alors il y a pour moi deux aspects à la question. Le premier, c'est le fait que c'est disponible partout. Vous pouvez trouver le code source de Kubernetes en ligne et le déployer relativement facilement chez vous avec des outils qui sont maintenus par la communauté comme Kubespray ou Kubeadmin. Vous allez pouvoir le trouver as a service chez tous les cloud providers, dont OVH depuis maintenant quelques mois. Mais vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, l'installer on-prem par exemple avec l'aide d'une distribution commerciale. Et la fondation CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, a vraiment dès le début porté beaucoup d'attention au fait que ces solutions doivent être certifiées afin qu'elles aient le même comportement chez les différents acteurs du cloud public ou chez vous on-prem. Donc finalement, on prend la promesse de Docker qui est ça va se comporter partout pareil, mais à l'échelle du dessus. C'est-à-dire pas d'une brique logicielle, mais de l'ensemble de ma software stack d'entreprise, entre guillemets. De la grappe de serveur. Exactement. Je vais décrire comment tous ces conteneurs sont déployés et fonctionnent entre eux, et je vais pouvoir porter l'ensemble de cette stack partagée ou distribuée entre plusieurs infrastructures. Donc là, on parle d'applications haute performance, critiques. Alors, dans la promesse de Kubernetes, c'est agnostique du type de performance. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. On trouve chez certains de nos clients des infrastructures et des softwares qui ont été écrits il y a 5, 10, 15 ans. Du coup, on ne va pas nécessairement tout mettre dans Kubernetes.
même si aujourd'hui l'écosystème fait qu'il y a des bases de données massivement distribuées et qui vont prendre avantage de l'architecture, on va dire, et des paradigmes de Kubernetes. Dans la réalité, ce qu'on voit nous aujourd'hui chez les quelques milliers de clients qui utilisent notre offre Kubernetes, essentiellement ça commence par 2 morceaux. Pour ce qui est des tâches en production, on va surtout parler de projets web, parfois à très grande échelle, hein, des éditeurs SaaS, des back-ends d'applications mobiles ou des sites web, parce que c'est des softwares qui vont être mis à jour très très fréquemment, en général avec des équipes de développement distribuées. Et c'est des applications aussi qui vont bénéficier de la scalabilité qui est apportée par un orchestrateur en fait. Et le deuxième morceau par lequel on voit en général les gens commencer, c'est d'équiper, et là pour le coup même dans des entreprises qui ont beaucoup de legacy, de venir équiper les équipes de développement avec des outils d'intégration et de développement continu, parce qu'il y a tout un écosystème autour de Kubernetes qui permet ensuite d'accélérer le travail des développeurs. Alors du coup, je reviens à vous, Gilles Rassigad, chez Captain. Donc vous avez déployé un Kubernetes en interne. Vous l'avez Pas du tout. Pas du tout. C'était sur Google Cloud Platform. D'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est Donc que c'est on a commencé... le service managé. Voilà, exactement. D'accord. Ce qui s'est passé, la phase de migration, ça a été, on a envie de changer notre système de hosting sur la partie applicative. On a fait pas mal d'analyses, de comparaison des différents services, et Kubernetes est clairement apparu. Je veux dire, avec la partie open source, le fait qu'on puisse effectivement le déployer techniquement même sur une machine ou avec une sandbox sur des serveurs avec le Kelsey Hightower qui permet alors plus ou moins facilement, on va dire ça comme ça, de le déployer ou de l'installer en on-prem. On a fait vraiment toute cette montée en compétences en interne sur un cluster Kubernetes qui n'était pas managé. Et après, on est passé sur la partie GCP pour avoir accès, on va dire, à la partie support, monitoring et expertise. Alors, du coup, Vincent Davy chez ITK, vous avez suivi un peu le même parcours finalement. Oui, effectivement, nous, ça fait déjà depuis fin 2016 qu'on a commencé à découvrir Docker, les conteneurs, etc. Après, on les a massivement adoptés en interne, en installant des VM, en installant Docker dessus, voilà, et en déployant l'ensemble de nos d'abord en interne. On l'a utilisé pour de la prod assez tôt, peut-être un peu trop, certains diront. Mais, et on est aussi client OVH depuis plusieurs années déjà pour du serveur dédié et des VM, on va dire, plutôt classiques. Et du coup, on a été invité. Du coup, vous êtes tourné assez naturellement vers l'offre de Kubernetes as a service d'OVH. Parce qu'en fait, on a été invité vous étiez déjà participer client. À la bêta. Et d'accord. Du coup, donc, on a commencé à déployer des choses dessus. Et comment ça s'est passé ? Au départ, c'était un petit peu chaotique, comme tous les produits en bêta. Puis après, ça s'est stabilisé et on y est resté. Donc finalement, c'est que ça n'a pas marché si mal que ça. D'accord. Et donc après, oui, on a commencé à l'utiliser en interne pour pas mal de produits. Et je pense que maintenant, on a déployé environ une dizaine de produits, majoritairement à un usage interne de l'entreprise sur Kubernetes. Notamment tout ce qui nous sert de monitoring interne. Et on doit superviser pas loin d'une centaine de machines et VM différentes. Donc ça commence à faire des choses assez conséquentes. Et alors vous avez déployé dessus beaucoup d'applications. Hein, oui, on n'a pas déployé des grosses applications, mais on a déployé pas mal de petites applications. Parce que le gros intérêt, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir, vous prenez une VM, tout de suite vous allez avoir besoin d'avoir, rien que pour faire tourner le système, il vous faut 2 Go de RAM, il faut un CPU, il faut 40 Go disque. Et on va dire que sur Kubernetes, sur un serveur, vous allez en mettre 4 ou 5 fois plus. Donc tout de suite, les gens qui tiennent les cordons de la bourse ont dit c'est intéressant. Et du coup, nous, ça nous facilite aussi la vie, parce qu'en tant que technicien, derrière, on a beaucoup moins de travail de mise à jour à faire. On n'a pas à faire la mise à jour du serveur. Donc ça, c'est tout de suite quelque chose de vachement intéressant. Et quand on a des mises à jour applicatives à faire, vu qu'on utilise des images Docker, il suffit de demander au système de ne plus utiliser cette ancienne image, mais d'utiliser la nouvelle. Et en quelques minutes, la nouvelle image est déployée. Donc ça facilite aussi beaucoup la gestion des mises à jour en interne. Et par exemple, les applications que vous aviez mis en œuvre Après, effectivement, il y a un certain nombre d'applications qu'on a mis en œuvre rapidement. Donc, on a du monitoring, on a le système de ticketing interne, on a différents systèmes. Alors, j'ai plutôt en tête, malheureusement.
Ça, je pense que c'est les deux plus grosses. On a aussi des outils de relations clientèle externes. Puis on a aussi des projets parce que notre métier nous impose d'avoir régulièrement des modélisations qui tournent pour le modèle agronomique. Donc en fait, là-dessus, les systèmes de conteneurs s'y prêtent très bien parce qu'en fait, on va dire, c'est comme une tâche qu'on démarre qui va durer quelques secondes, dizaines de secondes, et après on remonte un résultat. Donc là, du coup, avoir un système d'orchestration par container est vraiment adapté à ça. Bon, pour l'instant, c'est encore un projet chez nous qui est au stade du développement précoce, et ça viendra sûrement, à mon avis, dans les mois à venir. Alors l'énorme avantage aussi du Kubernetes managé, je pense que Gilles Rassigad, vous le voyez aussi, cet avantage, c'est que ça évite, ça décomplexifie en fait la technologie Kubernetes qui est quand même complexe en elle-même. Le fait d'avoir un service complètement managé, préparamétré, qui scale, c'est quand même plus simple que de l'installer soi-même. Alors j'ai deux parties à ma réponse. Je pense que ça permet de démocratiser très rapidement et très facilement une technologie. Après, ça dépend le niveau de criticité des applications qui vont être déployées dessus. C'est-à-dire que même si c'est un service managé, si une entreprise fait le choix d'utiliser des services managés, ça ne l'excuse pas de connaître la technologie et de la maîtriser. C'est-à-dire que quand le service managé va commencer effectivement à répondre de manière, on va dire, non managée, non maîtrisée, c'est toujours la responsabilité de l'entreprise, c'est toujours la responsabilité des équipes IT de trouver la solution, d'identifier les problèmes et comment dire, trouver les solutions de remise en état. Et même si c'est un service managé qui est disponible sur n'importe quel provider extrêmement connu, c'est la responsabilité de l'équipe IT de maîtriser la technologie. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper en fait sur le chemin d'accès à une technologie, c'est-à-dire que le service managé est une aide, on a accès à un support, on a accès à une expertise, c'est très très important, mais ça n'excuse pas les équipes IT de faire la maîtrise de la technologie, vraiment. D'accord. Alors je vais vous poser la question à tous les deux. Vincent Davy et Gilles Rassigad, la question que j'ai posée déjà à mon voisin de droite, qui est celle du ROI d'un tel service. Donc là, vous avez commencé à répondre finalement, mais est-ce que... non. C'est faux. Alors, le ROI. Donc je ne répondrai pas en termes de chiffres. Par contre, je dirais qu'en termes de time to market, clairement, on y est immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément on a des centaines de microservices, on les déploie, on a tout industrialisé. C'est-à-dire que la chaîne de déploiement de build part du développement jusqu'à la production. Donc ne pas avoir de coupure sur cette chaîne-là nous permet de faire des mises à jour, vraiment quand on veut, des dizaines de fois par jour. Donc ça, en termes de ROI, je dirais qu'il y a un gain effectivement au niveau de l'IT, il y a un gain au niveau des équipes simplement parce qu'on a une fluidité de pensée, une fluidité de mise à jour qui est incomparable par rapport à d'autres méthodologies de mise en production. On a un gain également parce qu'on a une observabilité disponible avec les systèmes Kubernetes, Prometheus, qui nous permettent d'identifier immédiatement les potentiels problèmes, d'avoir des systèmes de rollback automatique en cas de déploiement qui pourrait être défaillant. Toutes ces promesses-là, elles sont bien entendu présentes et je dirais que le ROI, il est essentiel, il est davantage positionné au niveau des clients, au niveau de l'expérience utilisateur qu'au niveau de l'entreprise. Vincent Davy, sur cette question? Oui, effectivement, nous on a regardé un petit peu en interne, c'est surtout d'autres collègues qui se sont penchés sur le sujet, étant donné que moi j'ai plutôt un positionnement assez technique, mais néanmoins c'est quand même moins cher comparé à des solutions par exemple comme du VMware, déjà parce que les serveurs sont moins chers à la vente, et aussi parce qu'étant donné qu'on mutualise beaucoup plus, et si vous prenez une machine, que vous en mettez un serveur dessus et que vous en prenez une machine sur Kubernetes, vous en mettez 4, c'est à peu près nous ce qu'on a comparé, et rien qu'avec ça, même si les deux serveurs sont au même prix, il y en a un qui est moins cher que l'autre. Après, effectivement, ça coûte aussi moins cher. Donc là, ce sont des coûts qui sont, on va dire, un peu plus indirects. Quand, par exemple, vous avez moins de travail de maintenance à faire,
Effectivement, si par exemple vous passez 2 ou 3 heures par semaine à faire les mises à jour sur vos serveurs, à les rebooter avec de l'indisponibilité, et ben, si vous n'avez pas ça à faire, effectivement vous gagnez du temps. Donc vous avez besoin derrière de moins de personnel qui va s'occuper de ce genre de tâches. Et effectivement, derrière, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est vu que le service est managé, vous n'avez pas à installer les différents services, vous voulez un nouveau serveur, vous allez dans votre panneau de contrôle OVH, vous dites voilà, j'en veux un supplémentaire, et puis derrière, vous l'avez. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez avoir de la facturation des ressources consommées en fonction du temps. Donc si par exemple vous avez chaque nuit 2 heures de traitement important, vous pouvez faire un provisioning d'un serveur pendant quelques heures, le temps de faire les traitements, et ensuite vous libérez le serveur, et du coup vous êtes facturé exclusivement à ce qui est consommé. Donc ça, du coup, effectivement, tout de suite, vous avez des gestions de coûts plus fines. Plus fines. Thierry Bourdon, à la Société Générale, quid de la question des orchestrateurs de conteneurs? Quel choix avez-vous fait? Alors en fait, comme nous sommes partis fin 2016 sur le sujet, à l'époque, nous avons signé un partenariat avec Docker qui nous a permis effectivement de démarrer rapidement. Donc avec l'orchestrateur de Docker. Avec l'orchestrateur de Docker qui est Swarm. Aujourd'hui, toutes les nouvelles plateformes sont installées en Cube depuis environ 6 mois. Il y a eu encore de la migration à faire au niveau des plateformes. Mais bon, grosso modo, tout le monde sait aujourd'hui que Cube est la solution. On faisait même encore cet après-midi à tous nos DSI une démonstration sur un Cube open source pour leur montrer comment on peut l'installer et ce qu'on peut en faire. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus un début de débat sur le sujet, même quand on parle avec Docker, pour être transparent. Voilà. Et je voudrais juste revenir aussi sur un point, c'est qu'effectivement, comme l'abordait mon collègue, mon confrère, effectivement, administrer 3 conteneurs, c'est facile. 300, c'est assez facile. 3000, ça commence à être un peu plus compliqué, mais au-dessus, faut comprendre qu'on n'administre pas des boîtes, on administre toute une chaîne, alors une chaîne d'intégration et une chaîne aussi de fonctionnement. Vous avez en général des composants applicatifs qui sont passés dans la containerisation, d'autres qui sont restés dans le traditionnel en fonction de la capacité de la DSI à transformer ça en microservices. Et là, il faut des gens qui maîtrisent le sujet. Donc vous pouvez tomber sur des problèmes très très complexes qui ne sont pas des problèmes du tout Docker, qui ne sont pas des problèmes de conteneurs, qui ne sont pas des problèmes Cube, qui sont des problèmes, vous avez à un moment une VIP qui délire, vous avez à un moment un ensemble de storage qui délire. Donc il faut prendre en compte qu'à partir du moment où on passe en massif, ça demande de la compétence et il faut faire attention à ne pas trop rapidement se libérer des plus grands experts qu'on peut avoir, parce qu'on peut très vite en avoir besoin. D'accord. Alors justement, je veux revenir à toi, Maxime Hurtrel, sur la question. Ça va être la dernière question parce qu'on arrive à la fin du temps réglementaire. Quand on veut se lancer dans un projet Kubernetes, tu conseillerais de commencer par quoi? Alors là, je vais vous faire un peu les retours d'expérience des quelques dizaines de clients avec lesquels on a pu discuter et pour lesquels ça s'est très bien passé. En général, comme je le disais tout à l'heure, le bon réflexe, c'est de pas partir tout de suite en production tête baissée, mais de faire attention à monter en compétence sur les technologies, sur ce qu'apporte Kubernetes, mais aussi sur les challenges que ça implique de containeriser des applications. C'est ce que disait Thierry Bourdon. Exactement. Donc en général, ils vont le faire avec d'abord des workloads internes, en général pour équiper les services IT internes, un peu comme tu disais que vous l'aviez fait, Vincent. La deuxième étape, souvent, ça va être de monter en production sur des choses qui sont exposées aux clients ou aux clients internes à l'intérieur de la société. Et en général, le bon réflexe, c'est de commencer sur des applications sur lesquelles vous n'avez pas d'enjeu de scale spécifique, parce que venir scaler une application cloud native, c'est complètement différent que de le faire avec des technos de virtualisation, par exemple. Donc là, typiquement, ce qu'on voit, c'est les entreprises qui commencent avec le blog corporate de la société, des petits projets marketing événementiels avec des impacts de volumétrie assez limités. Et une fois qu'on a ça, là, les bons réflexes, une fois qu'on considère qu'on est bien équipé et qu'on a peut-être quelques mois d'expérience en production, le réflexe en général qu'on voit, c'est que les nouveaux workloads de la société
par défaut, sont containerisés avec Kubernetes, sauf quand on a des spécificités de trading haute fréquence, on a des projets comme ça où on dit même nous aux clients, écoutez, il n'y a pas de retour d'expérience en production sur cette techno, donc on vous considère plutôt plutôt de rester sur des choses historiques. Et la dernière chose, c'est pour ce qui est de la réécriture des applications legacy. En général, ce qu'on voit, c'est que les gens se concentrent plutôt sur les front-end applicatifs qui vont le plus bénéficier des fonctionnalités d'auto-healing ou d'auto-scaling horizontal qui peuvent être apportées par Kubernetes. Alors, on arrive pile au top de la fin de la table. Donc, merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages et vos